on est dans le cadre de la Semaine mondiale du glaucome, et on est là pour en parler, pour sensibiliser les gens. Et le message, c'est que la seule prévention de la maladie, c'est le dépistage. Et comme disait Mme de Saint-Denis, la maladie est au départ insidieuse. Elle entre sans frapper, on dit. On dit souvent que les gens ne se rendent pas compte de la maladie parce qu'on a deux yeux, et les deux yeux ne sont pas atteints de la même façon, donc l'un compense par rapport à l'autre. La maladie va se développer, faisant perdre progressivement une partie du champ visuel, mais ceci prend un certain nombre d'années, et au bout d'un moment, le patient est gêné. Mais lorsqu'il est gêné, je ne dirais pas qu'il est trop tard, parce qu'on peut limiter l'évolution. Mais à ce stade, on a déjà perdu beaucoup de dents. Donc du coup, c'est vraiment essentiel d'aller dépister. Et il y a beaucoup de pathologies que l'on dépiste, l'hypertension artérielle, le diabète, la prostate, le cancer du sein, le cholestérol. Et ben, l'autre maladie qui vient juste derrière, c'est le glaucome. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça à 50 ans pour être vraiment dépisté à temps. Alors justement, vous allez... C'est les chats noirs. Vous allez justement essayer de nous expliquer qu'est-ce que le glaucome, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas forcément. Alors, vous allez peut-être pas nous donner un cours de médecine quand même, parce qu'on n'est pas là pour ça. Oh là, non. Mais au moins peut-être nous donner les principaux traits de cette maladie. Alors c'est une maladie, d'abord la définition, c'est une atteinte du nerf optique. Et le nerf optique, c'est le câble qui envoie la lumière au cerveau. Et si vous n'avez pas de câble qui envoie l'image de la télévision, vous n'aurez pas vous ne pourrez pas regarder la télévision. Et le problème de cette maladie, c'est que les fibres optiques qui composent le nerf optique, il y en a 1 million par œil, elles vont être progressivement détruites par la pathologie, et vous allez perdre une partie du champ de vision. Le champ de vision, c'est l'espace que voit l'œil immobile quand il regarde droit devant lui. Et la vue, c'est un peu comme un écran de télévision. Vous allez chez Darty, je ne sais pas si on peut dire des marques, on va chez Darty, vous achetez une télévision, et on vous propose une assurance anti-pixels perdue. Et si vous avez 2-3 pixels qui vous manquent sur votre télévision, vous allez pouvoir suivre le journal télévisé sans problème. Si vous en avez 50, vous continuerez à voir le journal télévisé d'une façon tout à fait normale. Mais si vous avez 1/3 ou 2/3 des pixels qui manquent sur la télé, vous ne pouvez plus suivre la télévision. Et vous pourrez peut-être voir l'image du présentateur, mais vous ne verrez pas l'ensemble de l'écran. Et le glaucome, c'est un peu la même chose en termes de vécu. Au départ, tout va bien. On peut avoir une certaine maladresse visuelle. On peut être un petit peu gêné dans certaines circonstances, en particulier quand vous passez d'une salle très éclairée à une salle sombre. Les gens prennent un peu de temps, mais ils disent bon, c'est peut-être un petit peu l'âge qui vient et c'était pas grave. Mais ce sont des petits signes qui vous font, qui font douter de la qualité du système visuel. Et le glaucome, c'est ça, c'est une neuropathie optique. Elle est progressive, elle met 10 ans à évoluer, 20 ans à évoluer. Si vous avez déjà des signes au départ, au moment du diagnostic, ça veut dire que la maladie est déjà très évoluée. Et le regret que les ophtalmologistes ont, c'est qu'on peut la dépister à un stade très précoce. Et le message d'espoir que je veux donner par là, c'est que d'une part, on a évidemment des thérapeutiques pour empêcher, je dirais pas pour guérir, mais en tout cas pour freiner considérablement la maladie, de telle façon qu'on pourra vivre, dans la plupart des cas, sans handicap important. Je dis ça avec des exceptions qui existent. Et d'autre part, c'est qu'on a actuellement des moyens extrêmement sophistiqués de diagnostiquer la maladie à un stade très précoce et de la suivre. Et actuellement, c'est vraiment révolutionnaire depuis 5-6 ans. On peut dire à un patient, écoutez, je pense que vous serez gêné, vous pourrez être gêné dans 10 ans, dans 20 ans. On a vraiment des logiciels, grâce à l'intelligence artificielle, qui nous disent vraiment quelle est la nature des déficits et quelle est l'ampleur des déficits et la rapidité de l'installation de la gène. Et ça, c'est assez, pour un médecin, c'est extrêmement positif. Alors, quelles sont les personnes qui sont peut-être plus destinées, effectivement, à souffrir de cette maladie? Est-ce que c'est vraiment, elle peut toucher tout le monde? Elle peut toucher tout le monde, mais on sait qu'il y a évidemment des populations qui sont à risque de glaucome. Alors déjà, il y a l'âge qui est un facteur de risque, parce qu'avec l'âge,
On ne s'améliore pas, on peut se bonifier, mais on ne s'améliore pas toujours sur le plan de la santé. Il y a l'âge. À partir de 45 ans, on a une augmentation très, très modérée de l'incidence de la maladie, mais à partir de 55 ans, 60 ans, là, ça commence à devenir important, et on sait qu'à 75 ans, la prévalence du glaucome atteint plusieurs pourcents, donc ça devient vraiment très conséquent. Les myopes aussi, parce que malheureusement, les sujets myopes sont des sujets aux yeux fragiles. On le sait très bien, ils sont sujets au décamement de la rétine, à la cataracte, à des hémorragies au niveau de la rétine centrale, à la macula. Et donc le myope a un œil qui est très long, et donc où toutes les structures sont un peu étirées, et ça peut favoriser le glaucome. Le nerf optique est un peu comprimé par le phénomène de myopie. Donc la myopie, c'est un facteur de risque. D'autre part, le fait d'avoir dans sa famille un glaucome, des gens qui ont un glaucome, c'est un facteur de risque du glaucome. Et on connaît donc bien sûr des antécédents, enfin on connaît bien des familles qui ont des glaucomes. Et alors ce que je voudrais dire, c'est que le fait d'avoir dans sa famille un glaucome ne veut pas dire que le glaucome sera plus grave. Il sera plus fréquent, mais il peut très bien être aussi simple de traitement que chez un patient qui n'a pas d'antécédents familiaux. Troisième facteur de risque, c'est les gens qui sont d'origine antillaise, afro-antillaise, parce que moi j'ai travaillé aux Antilles, à Pointe-à-Pitre, et l'incidence du glaucome est beaucoup plus importante, probablement pour des raisons génétiques. Le glaucome est 2 à 3 fois plus fréquent, plus grave, survenant plus tôt, avec une évolution qui est souvent difficile à maîtriser. Donc ça, c'est aussi un facteur. Et aux Antilles, il y a quand même 1 million de Français qui habitent aux Antilles à peu près. Et, ça représente une incidence très importante. Je crois que c'est de l'ordre de 3-4%. Donc c'est quasiment proche de ce qu'on voit avec le diabète. Et d'autres facteurs de risque, ce sont les gens qui ont une hypotension artérielle, qui ont une tension artérielle un petit peu basse. Ça se voit assez fréquemment parce que quand on a une tension artérielle un peu basse, eh ben, le débit sanguin au niveau du nerf optique est un peu plus faible, donc le nerf optique fonctionne un peu moins bien. Donc c'est ça qu'on peut dire. Et bien sûr, le principal facteur de risque, c'est l'hypertonie, c'est l'augmentation de la tension dans l'œil. Alors, c'est un facteur de risque. Et la définition d'un facteur de risque, elle est celle-ci. C'est une condition qui va favoriser l'éclosion ou l'évolution d'une maladie, mais qui n'est pas synonyme de la maladie. Vous pouvez fumer 2 paquets par jour de tabac et ne jamais faire de cancer des poumons. Et vous pouvez aussi, malheureusement, ne jamais fumer et faire un problème néoplasique en relation avec le tabac, enfin, comme avec le tabac. Donc, l'hypertonie oculaire, c'est aussi un facteur de risque du glaucome. Vous avez une hypertonie oculaire dans l'œil, il y a un risque plus fort de glaucome. Mais inversement, vous pouvez avoir des glaucomes où il n'y a pas de tension très élevée. Et on peut aussi avoir une tension élevée en permanence et ne jamais faire de glaucome parce que la constitution de l'œil est ainsi faite et le nerf optique résiste, si vous voulez, à cette augmentation de la tension. Mais quand même, l'augmentation de la tension, c'est quand même un facteur de risque numéro 1 du glaucome. Alors, quelles sont les conséquences ? Alors, les conséquences, alors au départ, pas de conséquences, dans la forme la plus classique, et au bout de 5, 10 ans, 15 ans d'évolution, le patient a des zones du champ de vision qui disparaissent, qui sont vues non pas d'une façon en permanence vues floues, mais des zones qui sont moins bien vues. Alors, le cerveau a ceci d'intéressant, c'est qu'il est capable de reconstruire l'image. Prenons l'exemple d'un bus qui passe. Si l'œil ne voit pas le centre du bus, mais voit l'avant et l'arrière du bus, le cerveau dira « j'ai vu un bus passer », parce que le cerveau reconstitue le bus. Et c'est un peu piégeant parce que justement, le patient se dit « finalement ça va à peu près, parce que le bus, je l'ai vu en entier ». En fait, non, il ne l'a pas vu en entier, il a vu la partie avant, la partie arrière, et son cerveau a dit le bus il est complet, on ne peut pas imaginer 2 demi-bus qui se baladent dans la rue. Donc au départ, il n'y a pas grand-chose. Et au bout d'un moment, c'est une maladresse visuelle,
c'est par exemple une difficulté pour descendre les escaliers, pour lire aussi. Cela peut être aussi ce que l'on voit souvent, c'est des patients qui se plaignent, enfin découvrent le glaucome en fermant un œil. Parce qu'ils font comme ça, et ils disent « mais je ne vois pas d'un œil ». Et là, du coup, ils vont voir l'ophtalmo et on trouve le glaucome. Et lorsque la pression oculaire est très élevée, ça entraîne des signes qui sont un peu non spécifiques, qui ne sont pas spécialement liés au glaucome. Ça peut être des douleurs oculaires, des maux de tête en fin de journée, une gêne visuelle qui est souvent mal caractérisée. Les gens se disent « j'ai l'œil qui larmoie, qui me gêne, je sens quelque chose ». Alors quand il s'agit de maux de tête qui sont assez caractéristiques d'un problème ophtalmologique, on fait le diagnostic, mais parfois les gens restent longtemps sans s'en apercevoir. Alors heureusement, il y a évidemment des traitements. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Alors, le glaucome est une maladie du nerf optique, et donc on espérerait avoir des traitements qui régénèrent le nerf optique, ou qui stoppent complètement l'évolution, la destruction des fibres visuelles. Malheureusement, en 2019, on n'a pas ces moyens-là. Il n'y a actuellement aucun complément alimentaire, aucun traitement à base de plantes, d'homéopathie, qui permettent véritablement de traiter le glaucome. On ne peut pas régénérer le nerf optique actuellement. Et pourquoi on ne peut pas régénérer le nerf optique? Parce que le nerf optique, c'est un bout du cerveau. Et le jour où on pourra donner un traitement pharmacologique qui améliore le fonctionnement du neurone au niveau du nerf optique, et ben on pourra également changer les choses au niveau du cerveau. Et on peut faire l'analogie avec un AVC. Quand vous avez un AVC, vous perdez une fonction. Vous pouvez peut-être en récupérer une partie, mais vous n'aurez jamais quand même exactement la même fonction que vous aviez avant l'AVC. Et pour le glaucome, c'est un peu la même chose. On n'a pas de neuroprotecteur ou de neurorégénérateur très actif. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'en réduisant la pression de l'œil, on va protéger le nerf optique du glaucome. Alors, pas complètement, mais d'une façon quand même assez efficace. Alors, la pression de l'œil, elle est environ, en moyenne, en normale, elle est environ de 15 mm de mercure. En gros, c'est 1/10 de la tension artérielle au bras. Si vous réduisez la pression intraoculaire de 2 mm de mercure, ce qui n'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas grand-chose. 2 mm de mercure, c'est vraiment quasiment rien. Et bien, en fait, on retarde le glaucome d'environ 5 à 6 ans. Donc, vous voyez, avec des moyens en tout cas, un objectif thérapeutique assez simple pour retarder la maladie, on peut empêcher l'évolution du glaucome. Et ceci est très bien démontré à tous les stades du glaucome. Et le traitement, c'est faire baisser la tension. Alors, on a évidemment plusieurs moyens. Le meilleur moyen, en tout cas celui qui est le plus utilisé actuellement, ce sont les collyres. 85% des patients glaucomateux sont traités par des collyres. Alors ces collyres fonctionnent selon des mécanismes différents, ils sont plus ou moins efficaces, ils sont plus ou moins bien tolérés, parfois mal tolérés. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, d'une part pour mettre des produits sans conservateur, parce qu'on mettait des collyres avec des conservateurs pour empêcher qu'il y ait une infection dans le flacon. Malheureusement, on s'est aperçu que ces conservateurs irritaient l'œil d'une façon chronique. En mettant une goutte, on risque rien, mais si vous mettez une goutte tous les jours pendant 10 ans, au bout d'un moment, ça fragilise la surface de l'œil, ça entraîne une sécheresse de l'œil. Donc, les laboratoires ont proposé des collyres sans conservateur, avec des moyens sophistiqués pour permettre que le collyre reste stérile, mais qu'il soit toujours efficace, ou des doses. On a également, pour la qualité de vie du patient, fait des collyres où on mettait dans le flacon plusieurs médicaments. Alors ça peut paraître un peu anodin, mais si vous avez 3 collyres et s'il faut attendre 5 minutes entre chaque goutte pour vous traiter, ça veut dire qu'au minimum vous passez dans la salle de bain 15 minutes à mettre des collyres. 15 minutes, c'est parfois difficile le matin ou le soir, vous n'avez pas le temps de le faire. Alors le fait d'avoir deux produits dans le même flacon, ça vous fait gagner du temps et ça améliore ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire l'adhérence au traitement. Donc ces traitements sont efficaces. Alors,
la recherche avance dans ce domaine également. On veut aller encore plus loin. Et actuellement, il y a des travaux tout à fait intéressants qui consistent à mettre les collyres dans des petits étuis en silicone ou des étuis en plastique qui vont libérer le produit, ou des produits qu'on va directement injecter dans l'œil et qui vont libérer sur le long terme, au moins pendant 3-4 mois, voire un petit peu plus, le produit. Parce que mettre une goutte tous les soirs, bon d'accord c'est faisable, mais on oublie. Et c'est vrai que le soir, des fois on pense à autre chose, on regarde la télévision, on s'endort devant, on ne va pas se réveiller pour mettre une goutte de collyre, et c'est très dommage, mais c'est quand même la vraie vie. Mais il y a plein de nouveautés qui arrivent où on va mettre un petit insert autour de l'œil, c'est très moderne, c'est très bien toléré, et le produit est libéré pendant 3 à 4 mois. Donc c'est un grand progrès aussi, parce qu'on sait que du coup on va stabiliser la pression d'une façon très très forte. Alors ça c'est un peu les nouveautés, il y a de nouvelles familles thérapeutiques qui arrivent aussi, c'est aussi assez passionnant. Deuxième technique, ce sont les traitements par laser. Le laser c'est simplement une lumière que vous envoyez dans l'œil, et le laser va traiter spécifiquement la zone où le liquide qu'il y a dans l'œil sort de l'œil. Donc ça fait baisser la tension, c'est assez efficace, ça marche plutôt pas mal. Et enfin, pour les gens qui ont soit des glaucomes très, très avancés, soit qui n'ont pas répondu suffisamment à la thérapeutique par collyre, il y a la chirurgie. Et la chirurgie a aussi beaucoup progressé. Elle a progressé parce que quand j'ai commencé mon internat, c'est un certain temps, une chirurgie de glaucome, c'était une aventure un peu périlleuse pour le chirurgien et pour le patient. C'était une chirurgie extrêmement risquée, avec le risque d'hémorragie extensive, d'infection. C'était vraiment une chirurgie qu'on faisait vraiment en tout dernier recours, souvent trop tard. Et en fait, grâce aux techniques d'anesthésie, grâce au développement de la microchirurgie, on a fait des chirurgies beaucoup plus légères, qui sont faites en ambulatoire, sans anesthésie générale. Et c'est d'ailleurs presque mieux de ne pas endormir les patients, il vaut mieux qu'ils soient alertes vis-à-vis de la chirurgie, et qui se font en ambulatoire. Et honnêtement, on a fait de gros progrès là-dedans. Et moi, je vois vraiment que les techniques ont beaucoup changé. Et je ne vais pas rentrer dans la technique, j'ai des photos et des vidéos dans mon ordinateur, je ne sais pas si on aura le temps de les passer ou si c'est intéressant de les passer. Et enfin, depuis 3-4 ans, il y a également des innovations thérapeutiques dans le domaine chirurgical. C'est-à-dire que lorsqu'on opère le glaucome, on fait en fait une petite soupape sous la paupière afin de laisser passer le liquide qu'il y a dans l'œil hors de l'œil et donc de faire baisser la tension oculaire. Alors on s'est aperçu que malheureusement l'œil cicatrisait pas mal et que parfois ces soupapes se bouchaient et donc la tension remontait. Et c'est vrai que le paradoxe de cette chirurgie, c'est qu'on veut faire une petite fistule pour que le liquide sorte de l'œil, mais on ne veut pas que ça cicatrise trop. Et si vous avez déjà été opéré par un chirurgien, pas de l'œil mais d'autres choses, quand il est venu vous voir dans la salle d'opération ou dans votre lit d'hospitalisation, il vous a dit « Ah, ben c'est bien, votre cicatrice, elle est bien fermée, vous êtes bien. » Et bien nous, l'ophtalmo, il veut le contraire, il veut que ça cicatrise pas trop. Parce que si ça cicatrise trop, la tension va remonter. Donc on s'est aperçu que la chirurgie était un peu limitée dans son effet parce que ça cicatrisait trop. Et les laboratoires et les compagnies ont essayé de développer des systèmes en matière synthétique, des petits drains, des petits stents, qui sont mis à la place de l'endroit où on opère pour empêcher que ça se bouche et pour en plus faciliter le geste opératoire. Parce que la chirurgie, c'est une science, mais c'est souvent aussi un art. Et le fait, les artistes, on peut aimer un artiste et pas l'autre. Et donc, quand il y a beaucoup de chirurgiens, il y a beaucoup de façons d'opérer un glaucome. Et l'avantage des techniques qui sont un peu standardisées, c'est que le fait de mettre un petit drain dans la paroi de l'œil, de toute façon, vous n'avez pas 36 façons de le mettre, vous le mettez là où il faut. Donc, le fait de faire des techniques qui sont reproductibles, c'est aussi une chance de succès. Et beaucoup de laboratoires, dont Glaukos, mais pas uniquement, ont développé des petits drains que l'on met vraiment en 5 minutes et qui reproduisent l'effet de la chirurgie classique. Alors, on le réserve encore à des glaucomes pas trop évolués parce qu'on a encore une certaine réticence, mais ça nous aide beaucoup.
Et donc on voit bien qu'à tous les niveaux, traitement médical, laser, chirurgie, on a des innovations thérapeutiques qui sont, que j'estime majeures. Et ça, avec en plus le diagnostic du glaucome qui est beaucoup mieux fait actuellement. Ma réponse était un peu longue. Non, non, mais elle est très intéressante et plutôt rassurante quand même. Je reviens un petit peu sur l'origine quand même de la maladie. On parle beaucoup aujourd'hui des maladies dites modernes, notamment à cause de la pollution. Est-ce que le glaucome fait partie de ces maladies-là ou ça n'a rien à voir? Pas du tout. Le glaucome est une maladie de l'œil. Et vraiment, il peut y avoir des syndromes qui associent maladie de l'œil avec autre chose, mais dans 99% des cas, c'est une maladie qui est strictement oculaire. Alors, il peut y avoir certains glaucomes qui sont induits, par exemple, par la cortisone, et les gens qui ont des problèmes rhumatologiques traités par cortisone, cortencil, soluprène, peuvent avoir une augmentation de la tension dans l'œil et donc un glaucome. Mais en dehors de ces cas un peu rares, non, c'est une maladie de l'œil qui n'est pas liée à l'environnement, qui n'est pas liée aux conduites dites addictives, alcool, tabac ou drogue ou cannabis. D'ailleurs, le cannabis fonctionne très bien. Le cannabis fait baisser la tension. Ah non, mais le cannabis fait... Alors, certains patients me demandent, mais pourquoi vous ne prescrivez pas du cannabis? Je dis, le problème, c'est qu'il faut au moins 3-4 joints par jour pour faire baisser vraiment la tension. Mais ça marche pas mal. Des effets secondaires, forcément. Des effets secondaires, mais c'est le tétrahydrocannabinol qui est dérivé du cannabis, qui est un médicament. Et non seulement il fait baisser la tension, mais il protège le nerf optique. Donc, si vous avez un glaucome, je ne vais pas vous inviter à le mettre. Mais je sais qu'il y a 2-3 mois, j'ai eu une patiente que je traitais, qui avait un glaucome un peu compliqué, qui avait été opérée. C'était pas facile et tout, parce qu'elle avait très mal les colliers. Et alors je la regarde, je pensais trouver une tension encore pas assez contrôlée, parce que c'était pas évident. Et je trouve une tension très bien. Et je dis, ah bah aujourd'hui ça va en tout cas. Hein. Et elle me dit, ah non, mais c'est depuis que je fais mes soupes. Alors je dis, des soupes. Mais oui, je fais des tisanes au cannabis. Alors donc je lui dis, alors elle dit, qu'est-ce que vous en pensez? Le résultat est là. Je lui ai dit, écoutez, le résultat est là. Honnêtement, je lui ai dit, continuez. Je lui ai dit, ça va sinon, enfin... et non, et c'est un produit qui est autorisé dans certains États américains. Hein. Et en Italie, ça a été autorisé, c'était retiré. Mais dans certains États américains, le cannabis est utilisé pour soigner le glaucome. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais après, je connais pas trop les doses qu'il faut. Et puis bon, après, il faut peut-être faire attention. Mais voilà. Mais il n'y a pas de conduite addictive. Autre chose, le whisky, c'est aussi bon pour la... Non, mais on parle d'environnement. Le whisky, ça fait baisser la tension oculaire. Et des études très savantes ont montré que il faut boire le whisky assez rapidement. Parce que ça fait une vasodilatation et ça fait baisser la tension. Écossais ou irlandais? Vraiment, là, on n'est pas arrivé à ce point de sophistication du choix, mais voilà. Mais bon. Par contre, c'est une maladie où les compléments alimentaires n'auront pas d'effet, ou en tout cas pas d'effet perçu simple, enfin, pas d'effet. Les vitamines, pas non plus. Ce qu'on peut dire aux patients, c'est une bonne hygiène de vie, parce que d'une façon globale, le fait d'être en bonne santé générale peut retentir aussi sur la vision, mais pas directement par le nerf optique, mais par la vision en général. Le fait d'avoir une bonne alimentation aussi est une bonne chose, mais il n'y a pas d'effet direct sur le glaucome malheureusement. Alors, je ne sais pas si la Haute Autorité de Santé va valider éventuellement les thérapeutiques que vous proposez. En tout cas, elle l'a mis à l'ordre du jour de son programme de travail pour 2019. On en parlera tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu, expliquer un petit peu justement dans quel contexte tout ça se passe. Hein. Oui. Je voudrais déjà, merci beaucoup pour ces explications. Je pense que vous pouvez l'applaudir aussi. Pour un professeur de médecine, c'est jamais évident comme ça de vulgariser son savoir et ses connaissances. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant, donc merci à vous. Je voudrais laisser la parole à Souila Omar, qui est donc présente avec nous. Restez assise, on va être très tranquille, voilà, on est entre nous. Souila Omar, vous êtes, déjà, merci d'être avec nous, je m'assure aussi, hein, du coup.
Vous êtes donc chargé de mission auprès de la ville de Lyon, en charge du handicap. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je vais... C'est bon là? Ça va? C'est bon? Ouais. Bonsoir tout le monde. Donc en fait, je vais juste faire un petit exercice, parce que s'il y a des personnes mal et non-voyantes dans la salle, je vais parler hors micro pour que vous me situez. Parce qu'en fait, quand on est dans une salle et que une personne sur l'estrade parle au micro, on ne sait jamais en fait vers où regarder. Et c'est assez désagréable de ne pas voir où se situe la personne. Bonjour tout le monde. Donc oui, voilà, je m'appelle Souila Omar, je suis chargée de mission égalité à la ville de Lyon. Donc la mission égalité est une mission qui travaille sur les questions d'égalité femmes-hommes, de handicap et de diversité. Personnellement, j'ai en charge donc de coordonner la politique handicap de la ville. Et je suis ravie d'être ici pour parler en fait de ce que la ville de Lyon fait sur le handicap de manière générale et sur le handicap visuel en particulier. Alors justement, quelles sont vos actions? On a de nombreuses actions. Peut-être en préambule, je vais peut-être préciser que la ville de Lyon n'a pas attendu en fait la loi du 11 février 2005 pour s'occuper du handicap. Elle s'en est occupée bien longtemps avant cette fameuse loi cadre. Et la loi de 2005 n'a fait que confirmer et conforter la ville dans les actions qu'elle mène. Voilà, déjà je voulais mettre ça en préambule. Une autre chose aussi, ce qui nous réunit aujourd'hui en fait, c'est la thématique glaucome et dépendance. J'avais envie de bouleverser un petit peu le sujet, si ça ne vous dérange pas, et plutôt de l'orienter vers glaucome ou en tout cas handicap visuel et autonomie. Parce que la ville de Lyon, dans les actions qu'elle mène, c'est pas pour rendre les gens dépendants, mais plutôt pour les rendre autonomes. Et c'est un peu l'objet de ma participation ce soir. Donc voilà, le mot autonome pour moi est très important. Je signale aussi pour les gens dans la salle, pour ceux notamment qui ne verraient pas, que je suis également non-voyante. Voilà. Donc maintenant, on peut commencer. Donc, quelles sont vos actions justement pour essayer de rendre les personnes donc, déficiences visuelles plus autonomes? Alors, il y en a plusieurs. Je vais déjà peut-être rappeler un peu le cadre. Donc, la ville de Lyon, pour mener ses actions, elle a créé une commission communale pour l'accessibilité, qu'on appelle également CCA. Donc, la CCA, donc Commission communale pour l'accessibilité, est un lieu d'échange et de concertation. Donc très important la concertation en ce moment. La CCA, elle est composée, et c'est très important de le dire, de plus de 62 associations représentant toutes les formes de handicap. Et on a de nombreuses associations représentant le handicap visuel, mais aussi des associations de personnes âgées, des acteurs de l'économie et des usagers de la ville. Il était important en fait d'élargir la composition pour aller vers une accessibilité universelle, parce que le handicap visuel, ça concerne toute la société. Et les usagers de la ville, nous avons choisi à la ville de Lyon de prendre les associations de cyclistes, puisque les personnes mal et non-voyantes le savent très bien. Quand on est sur un trottoir et qu'on a des vélos qui circulent, on ne les entend pas forcément arriver. Et on a pensé important que les associations de cyclistes puissent connaître, identifier les difficultés des personnes mal et non-voyantes sur l'espace urbain et notamment sur un trottoir. Voilà. Donc d'où cette composition large, diversifiée, pour que tout le monde puisse connaître les difficultés de chacun et donc s'adapter à adopter un comportement qui soit citoyen. Donc, avec 62 associations, il est difficile effectivement de travailler très finement en fait sur les sujets d'accessibilité et d'autonomie. C'est pourquoi en fait on a créé 3 groupes de travail qui sont issus de cette commission communale pour l'accessibilité. Notamment, un premier, c'est le groupe de travail ERP, établissement recevant du public.
Donc ça va être les crèches, les écoles, les musées, les théâtres, les bibliothèques, l'auditorium et j'en passe. Ça va être notamment groupe de travail espace public, parce que là c'est pareil, toutes les places, la voirie, les personnes malvoyantes sont concernées. Et enfin, groupe de travail culture, pour travailler sur l'accessibilité de l'offre culturelle, parce qu'il ne s'agit pas qu'un établissement culturel soit accessible pour que ça suffise. Il faut que l'offre proposée par les établissements culturels soit accessible. Ça, je vais y revenir tout à l'heure dans les différents exemples que je vais vous citer. Donc, ces groupes de travail, ils permettent d'affiner la concertation, parce que le groupe est beaucoup plus réduit et on peut mieux travailler sur ces questions. Et on recueille les avis et recommandations des associations de personnes mal et non-voyantes. On va effectuer des visites de terrain, notamment sur l'espace public ou dans l'ERP. Et c'est aussi faire des visites de terrain. Par exemple, sur l'espace urbain, ça va être la bande d'éveil de vigilance. Voilà. Est-ce qu'elle est suffisamment perceptible à la canne? Est-ce qu'elle est suffisamment contrastée pour les personnes malvoyantes? Ça va être les bandes de guidage, également, en fait, dans un établissement recevant du public. Il peut y avoir des bandes de guidage. Alors, c'est, voilà, les associations, elles sont là pour nous dire la bande de guidage, on la voudrait de telle ou de telle manière, qu'elle aille jusqu'à la bande d'accueil. Voilà, pour avoir une autonomie la plus complète possible. C'est ce qu'on voit par exemple dans les gares ou dans les stations de métro. Exactement. Et de plus en plus, effectivement, on en voit dans les gares avec ces couloirs avec des bandes de guidage. On revient toujours au civisme, hein, mais de plus en plus maintenant, parce que des petits logos ont été, des petits pictogrammes en fait ont été posés sur ces bandes de guidage pour que les gens comprennent que cette bande de guidage sert aux personnes mal et non-voyantes et qu'il ne faut pas, notamment dans une gare, poser sa valise. Voilà, qu'il faut dégager le passage en fait pour laisser les personnes circuler librement, en sécurité et en toute autonomie en fait. Donc voilà pour les groupes de travail. Donc la concertation avec les associations de personnes mal et non-voyantes, elle est primordiale parce que l'accessibilité, elle se fait avec eux, pour eux. On a créé notamment aussi un réseau handicap à la ville de Lyon, c'est-à-dire que dans les services, dans les différentes directions de la ville, il y a des personnes référentes des personnes référentes. Et en fait, l'idée, c'est que tout projet de la ville, eh bien, le handicap doit être pensé en amont. Voilà. Il ne s'agit pas le projet, une fois abouti, on se dise ah bah zut, il n'est pas accessible ou on n'a pas pensé aux personnes en situation de handicap. Non, dès est pensé avec le handicap jusqu'à la livraison du projet en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de ces actions? Bien sûr. Alors, on va commencer petit et on finira plus grand. Donc, c'est notamment l'accueil en crèche. Il faut savoir que la ville de Lyon met une priorité pour les parents qui ont un enfant mal non-voyant. Donc, les enfants en fait sont privilégiés en fait pour être accueillis si l'enfant est en situation de handicap visuel. De la même manière, si des parents en situation de handicap visuel ont un enfant valide ou pas, le fait que les parents soient en situation de handicap visuel, c'est une priorité pour intégrer une place en crèche. Et elles sont chères, les places en crèche. On continue, on grandit un peu plus et on va en fait à l'école. Et là, donc, c'est pareil. On accueille plus de 1000 enfants en situation de handicap. Et donc, c'est le cas aussi donc, pour la cantine et pour le périscolaire, avec des animateurs qui ont été recrutés pour s'occuper des enfants en situation de handicap, y compris visuel, et avec des animations qui leur sont proposées pour que tout le monde puisse profiter en fait des ateliers proposés lors du périscolaire ou du temps de la restauration scolaire. Comme autre exemple que je peux vous citer, c'est notamment le sport.
voilà, on peut être mal et non-voyant, mais pratiquer une activité sportive ou des activités sportives. Et la ville de Lyon, notamment, a dédié pour les piscines une ligne d'eau pour les personnes mal et non-voyantes. Parce que, voilà, un grand bassin, on a du mal à se repérer dans un grand bassin. Le fait d'avoir une ligne d'eau, ça permet de délimiter en fait l'espace, et la personne mal et non-voyante peut nager en toute tranquillité dans cet espace qui lui est dédié. Le sport, ça va être également aussi, on accueille des enfants en situation de handicap visuel pendant les vacances scolaires avec divers petits sports. Et là, il va y avoir un animateur qui sera dédié à cet enfant en situation de handicap visuel pour l'aider à pratiquer le sport avec les autres enfants valides. Donc l'inclusion est présente. Le sport toujours, voilà, parce que je vous ai parlé des pratiques sportives, c'est notamment, la ville de Lyon a mis en place depuis juin 2017 une application sur smartphone qui s'appelle enforme@lyon, qui permet de pratiquer une activité sportive en s'aidant du mobilier urbain, voilà, avec des parcours qui sont déterminés. Aujourd'hui, on a près de 16 parcours qui existent sur tout le territoire de la ville. Et on peut faire du sport tout en profitant en fait d'une visite du patrimoine de la ville, puisque l'application, au fur et à mesure que vous allez avancer, en choisissant la boucle, voilà, vous aurez une description du patrimoine de la ville. Cette application a été pensée aussi pour les personnes en fauteuil roulant, mais j'allais dire, ces itinéraires pour les personnes en fauteuil roulant vont également profiter aux personnes mal et non-voyantes, puisque en choisissant pour les personnes en fauteuil roulant un itinéraire, un parcours avec, en pensant au dénivelé, en pensant au trottoir, eh bien, ça va faciliter, par exemple, pour des personnes mal et non-voyantes qui courent avec un guide, ben voilà, de ne pas être trop gênées par les trottoirs à descendre, à remonter, les obstacles, etc., les escaliers, etc. Donc, cette application, elle est récente, elle est très appréciée, et elle a ce double aspect de faire du sport tout en profitant en fait de la culture. Donc voilà pour le sport. Et la mobilité. Bien sûr, j'en arrive effectivement au déplacement, et les transports, même s'ils sont de la compétence de la métropole, j'y reviendrai tout à l'heure, mais nous avons travaillé ensemble avec la métropole, et je conclurai sur ce point-là tout à l'heure, mais les transports en commun à Lyon, on a vraiment une chance incroyable d'avoir ces transports accessibles. Pour les personnes mal et non-voyantes, il faut savoir que les métros, les trams, les bus disposent tous, je dis bien tous, d'annonces vocales. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait où on est et on sait à quel arrêt on va descendre. Il faut préciser également qu'aujourd'hui, et de plus en plus, donc 75% des arrêts de bus, je ne parle pas à l'intérieur de bus, je parle des arrêts de bus, disposent également d'une accessibilité, et notamment avec une annonce vocale qui va dire qu'on est à tel arrêt, que le bus prochain arrivera dans tant de temps. Donc, c'est-à-dire que l'information qui existe pour les personnes voyantes, elle existe aujourd'hui pour les personnes mal et non-voyantes grâce à cette annonce vocale. Voilà, les transports en commun sont 100% accessibles pour les personnes mal et non-voyantes, et ça permet une réelle autonomie. Et donc, pour aller notamment travailler, et j'en arrive effectivement à l'emploi. L'emploi à la ville de Lyon, c'est 8,2% d'agents en situation de handicap. Le taux légal est de 6%. Donc nous l'avons dépassé, mais nous continuons effectivement à faire encore mieux. Ça correspond à près de 587 agents en situation de handicap, à plus d'une centaine d'aménagements de postes, et dans les aménagements de postes pour les personnes mal et non-voyantes, ce qui est mon cas notamment,
je dispose d'un ordinateur avec une synthèse vocale qui me permettent de faire du traitement de texte, qui me permettent aussi de faire de l'Internet, qui me permettent également de faire de la messagerie électronique, donc envoyer et recevoir des messages. Voilà ce que permet la synthèse vocale. Je dispose notamment d'un ordinateur braille pour la prise de notes. J'ai aussi également un scanner et un logiciel de reconnaissance de caractère qui me permet de lire tous mes courriers, tous mes papiers. Donc, tous ces aménagements de poste me permettent aujourd'hui d'être apte dans mes fonctions. Donc, on peut être non-voyant et exercer des fonctions de tout niveau, catégorie A, B ou C, peu importe. Tant que les aménagements de poste sont présents, la personne en situation de handicap visuel peut exercer ses fonctions en toute autonomie. J'en arrive effectivement au feu sonore, on parlait de déplacement. Il faut savoir qu'à Lyon, donc aussi bien sur les transports, il y a une accessibilité totale. Les feux sonores à Lyon, on en a plus de 85% sur toute la métropole de Lyon. Alors, les personnes qui voient ne se rendent pas forcément compte parce que ces feux sonores sont déclenchés via une télécommande que la personne mal et non-voyante récupère gratuitement dans les mairies. Sur toute la métropole, elles sont distribuées gratuitement. Je dis ça parce que elles ont un coût et toutes les communes ne le font pas. Voilà. Donc à Lyon, sur toute la métropole, elles sont distribuées gratuitement. Il suffit simplement de fournir un justificatif de son handicap et un justificatif de domicile. Donc les feux sonores permettent vraiment de traverser en toute autonomie et sécurité, puisque sur la phase rouge, vous allez avoir un message parlé qui va dire donc la couleur du feu, rouge piéton, et qui va aussi indiquer le nom de la rue. C'est pas rien cette information. Et c'est Lyon qui s'est battu pour que le nom de la rue soit inscrit dans la loi. Auparavant, il n'y avait que le message rouge piéton. Mais des personnes mal et non-voyantes lyonnaises se sont mobilisées, ont milité pour que le nom de la rue figure avec le rouge piéton. Et quand on se déplace, on aime bien savoir où on est. Et sur la phase verte, c'est une sorte de petite ritournelle qui sonne et qui va pouvoir donc indiquer que c'est le moment de traverser. J'en arrive enfin. Allez-y. Bien sûr, cette télécommande qui déclenche les feux sonores permet également de déclencher des balises sonores. Donc tout à l'heure, je parlais de RP, des établissements recevant du public, donc les crèches, les écoles, les musées, les théâtres, les bibliothèques, tout ça. Certains établissements disposent d'une balise sonore, c'est-à-dire qu'à distance, à peu près à 20 mètres, la personne mal et non-voyante va appuyer sur cette balise sonore et va entendre un son du style bienvenue à la mairie du 8e, les heures d'ouverture et la bande de guidage qui vous emmènera jusqu'à l'accueil. Donc, quand on est mal et non-voyant, on aura eu beau faire tous les efforts possibles pour arriver jusque-là, grâce aux nouvelles technologies et notamment aux GPS qui sont installés dans les smartphones. On aura fait tout un chemin, on sera sorti de la maison, on aura marché sur la voirie, on aura traversé des rues, on aura pris les transports en commun, et on va arriver à l'adresse indiquée, et bêtement, on ne va pas trouver l'entrée. Voilà, ça c'est une réalité. Et les balises sonores, elles vont permettre aux personnes mal et non-voyantes de trouver l'entrée, mais sans réfléchir, d'entrer tout de suite en fait. Voilà, donc ça c'est un grand progrès. Aujourd'hui, la ville est en train d'équiper un certain nombre de RP, donc on commence progressivement.
mais je sais que la mairie du 8 est équipée. Progressivement, ça va être des piscines, théâtre, auditorium, bibliothèque qui vont être équipés. Tout ça, ça fait partie en fait d'un programme qu'on appelle à la ville de Lyon l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. C'est une accessibilité progressive sur 9 ans, puisque la ville a près de 700 établissements recevant du public, donc c'est énorme, donc il nous faut bien ces 9 ans pour rendre tout accessible. La ville a décidé d'y aller progressivement en répartissant ces 9 ans par période de 3 ans. Donc il y aura 3 périodes de 3 ans. Et pour ce faire, elle a décidé de découper le territoire de la ville en 18 bassins de vie. Donc un bassin de vie, pour vous donner une idée, c'est plus grand qu'un quartier, mais plus petit qu'un arrondissement. Donc sur ces 18 bassins de vie, dès la première période, on va rendre accessible en même temps une crèche, une école, un établissement culturel, un équipement sportif. Voilà. Au cours de la deuxième période, on en rajoute encore une couche, et à la troisième période encore, pour qu'à la fin des 9 ans, donc d'ici 2024, 100% des ERP, les établissements recevant du public de la ville, soient accessibles, pour un budget de plus de 38 570 000 euros. Merci. Peut-être pour la culture. Juste en un mot. Oui. Allez-y. Ouais, excusez-moi. Non, parce que c'est important les exemples de la Je n'en doute culture. pas. Voilà. Voilà. Excusez-moi, c'est la passion qui m'anime. La culture, en fait, à Lyon, on a 16 bibliothèques. Ces bibliothèques disposent, pour la plupart, d'un espace numérique. C'est-à-dire qu'une personne malheureuse qui n'a pas chez elle d'ordinateur et d'aménagement spécifique, voilà, eh bien, elle peut se rendre en bibliothèque pour utiliser des ordinateurs qui ont été adaptés avec des logiciels de synthèse vocale. Il y a des imprimantes braille, il y a des téléagrandisseurs, il y a des tablettes. Il y a un grand nombre d'équipements destinés aux personnes malvoyantes dans les bibliothèques, et si elles ne savent pas s'en servir, eh bien, des formations gratuites sont proposées pour toute personne souhaitant apprendre à utiliser cet outil informatique. Actuellement, en bibliothèque, il y a l'exposition « Tu joues ou tu joues pas ». Et dans ce cadre-là, en fait, ça permet de sensibiliser. On permet aussi aux personnes venant dans la bibliothèque d'être sensibilisées, notamment au handicap et au handicap visuel. Et il y a des jeux vidéo, oui, je le dis bien, des jeux vidéo qui existent, et personnes voyantes et personnes non-voyantes peuvent jouer ensemble, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc, c'est un vrai jeu vidéo qui permet, en fait, voilà, de jouer, mais en écoutant et en réagissant avec le son. Voilà. Il y a une histoire de chevalier, de princesse, etc. Voilà. Vous pouvez encore le voir, c'est jusqu'au 16 mars en bibliothèque. Il y a plus de 3600 livres audio, donc une collection assez importante et riche. Je vais raccourcir. Culture toujours, nous avons aussi les musées avec des visites tactiles. Et juste l'anecdote, les musées en fait, donc là où on a beaucoup d'œuvres visuelles, les personnes malvoyantes en étaient privées. Et à Lyon, il y a une vingtaine d'années, des personnes malvoyantes ont frappé à la porte des musées en disant « Nous aussi, on a envie de voir les œuvres ». Et le musée a depuis travaillé avec les associations de personnes malvoyantes pour que des œuvres soient accessibles. Donc les musées, avec les médiatrices, ont conçu des œuvres tactiles qui permettent de reproduire l'œuvre réelle et donc de faire toucher aux personnes malvoyantes l'œuvre et de lui fournir toutes les explications nécessaires. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée et une vraie égalité. Et enfin, je termine avec le théâtre. Le théâtre,
le Théâtre des Célestins, notamment, propose pour chaque saison différentes pièces en audiodescription. C'est-à-dire que les personnes ont la possibilité d'avoir un casque et d'avoir de l'audiodescription pendant les silences des comédiens. Pour compléter cette pièce en audiodescription, le Théâtre des Célestins propose des visites du décor. C'est-à-dire qu'en amont du spectacle, les personnes mal et non-voyantes sont invitées à visiter le décor. Elles peuvent le toucher et aussi elles peuvent bénéficier de la rencontre avec les comédiens en amont du spectacle. Pourquoi ? Parce que entendre les comédiens avant le spectacle, c'est déjà se familiariser avec les voix et les différents rôles qui seront présentés par la suite. Voilà, je trouve que c'est une belle opération et je voulais vraiment en parler. Merci Philina Omar. Juste pour prolonger, parce que je vais quand même prolonger par rapport à ce qu'elle a dit, il y a une très belle vidéo. Est-ce que vous pouvez donner le nom de l'adresse où on peut la voir? Alors, en fait, oui, cette vidéo, voilà, c'est important que j'en parle parce que... Vous voyez, je vous donne encore un tout petit peu oui, de parole. Bien sûr. Non, mais en plus, c'est important. Donc, la ville de Lyon a réalisé une petite vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de la ville. Vous tapez sur Google ou sur YouTube Lyon Ville Accessible. Vous aurez une vidéo de 4 minutes qui parle un petit peu de ce que la ville de Lyon a fait sur le handicap, sur les handicaps et dans tous les domaines. Je précise que cette vidéo existe en format normal, en format sous-titré, en français et anglais, et enfin en format audio-description. Cette vidéo a été réalisée puisque nous avons souhaité candidater à un prix européen organisé par la Commission européenne au regard de tout ce qui a été fait depuis toutes ces années. Nous avons candidaté et la Commission européenne en décembre 2017 a récompensé la ville pour son accessibilité inclusive, universelle, et Lyon a été la première ville de France à obtenir le premier prix. Ouais. Eh bien, bravo. Et il y en aura d'autres certainement. Merci beaucoup encore, Philina Omar. Je voudrais laisser la parole maintenant à Sylvie Cartel, qui donc a été, qui a accepté d'être présente avec nous, qui est atteinte d'un glaucome et qui a accepté de témoigner pour expliquer un petit peu quel était son quotidien, comment elle vit cette maladie. Et du coup, je voudrais vous faire réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Comment vous vivez effectivement? Est-ce que les actions qui viennent d'être présentées, ça vous interpelle? Est-ce que tout va bien, ou est-ce qu'il y aurait encore quelques progressions à faire? Eh bien oui, pour bénéficier de tous ces avantages, il faudrait vraiment habiter à Lyon, parce que ce n'est pas dans toutes de la colis qu'on peut bénéficier de tout ça. Moi, j'habite à Messieurs. Les trottoirs sont épouvantables. Entre les branches et les voitures, on a à peine de la place pour passer. Donc souvent, on me dit oh, « Vous êtes sur la route ». Je sais. Ben, voilà, donc bon, c'est vrai qu'avec le bip, je peux les matins savoir quel bus je prends. Il y a les feux sonores, quelques feux sonores qui fonctionnent sur mes yeux, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Hein. D'accord. Ouais. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, mon histoire. Alors, l'histoire de la pathologie. Alors, elle a commencé, lorsque ma mère est en train de nous allaiter à la maternité, ma sœur et moi. Elle a vu sous la lumière qu'on avait déjà un voile sur l'œil gauche. Donc, elle a allaité l'équipe médicale, et puis voilà, donc... le professeur à l'époque à Nancy avait affolé mes parents en disant qu'on était en disant que c'était grave, que c'était le cœur et puis les reins qui pouvaient en pâtir, voilà. Des années après, on a mis un nom sur la pathologie. C'est plutôt un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rieger, donc qui comprend
En gros, une malformation de la chambre antérieure de l'œil, malformation rido-cornéenne, et tout, le professeur Denis pourra détailler mieux que moi. Et donc, risque de glaucome. Donc, très tôt, on a été suivis, ma soeur jumelle et moi. Dès l'âge de 10 ans, je mettais déjà des collyres dans l'œil droit, puisque l'œil gauche n'y voyait pas, parce que la cornée était dystrophiée. Voilà, donc on a vécu une scolarité normale jusqu'à 20 ans, 22 ans. Et effectivement, pendant les études, j'avais des symptômes, des maux de tête, des halos colorés autour des lumières, tout ça, et voilà. Et je m'en suis rendu compte lorsque, par exemple, dans les activités sportives, notamment au volley, j'arrivais à voir la balle de loin, et dès qu'elle venait sur moi, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas la réceptionner. Ce n'est que quelques années après que j'ai compris pourquoi mon champ visuel était en train vraiment de se rétrécir. Et puis, je consultais des ophtalmos, j'étais allée à Paris voir de grands professeurs pour le glaucome, qui m'avaient dit qu'il fallait que je me fasse opérer, mais qui avait été un petit peu, comment dire, pas pessimiste, mais qui m'avait pas mis en confiance. Et du coup, j'ai retardé au maximum les chances d'une opération. Après, je me suis installée à l'île de la Réunion. Puis j'avais de fortes poussées de tension. Hein. Je prenais des collyres très puissants. Je prenais aussi également du Diamox. C'est des diurétiques puissants qui vous perturbent un peu au niveau musculaire. Hein. Et donc du coup, jusqu'à ce que j'en arrive à vraiment accepter l'opération, quand j'avais 28 ans, quand je me suis opérée, une trabéculectomie. Comme le professeur Denis disait, on crée une soupape dans l'œil. Et donc à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de tension. J'étais tranquille encore pendant quelques années. Je pouvais encore pratiquer ma profession. J'étais institutrice. Voilà. Mais après, quelques années après, j'ai eu ma fille. Et à la suite de quoi, j'ai refait à nouveau des poussées de tension. On a opéré une deuxième fois d'une trabéculectomie. Ça s'est bien passé, je n'ai plus de tension, mais mon nerf optique avait encore souffert. Après, je suis rentrée en métropole par des événements autres. Hein. Et du coup, j'ai demandé une reconversion professionnelle. Donc, je suis rentrée à l'école de kiné en 2004. Et du coup, j'ai encore poursuivi mes études de kiné, fort heureusement, sans trop de difficultés, puisque j'arrivais encore à lire mes cours et tout. Et puis, en 2008, la vue s'est mise à se brouiller. Un jour bien, un jour pas bien, j'avais du voile devant les yeux. Ça, c'était la cataracte. Donc, on m'a opéré d'une cataracte. J'ai récupéré un peu comme avant, mais mon nerf optique a souffert encore, parce que après les interventions, c'est des risques pour encore des poussées de tension. Donc voilà. Quelques années encore, j'ai encore duré comme ça. Ma vue quand même se dégradait encore pas mal. Hein. Et en 2012, les cellules endothéliales de la cornée se sont mises à dégénérer les unes après les autres. Donc je voyais de forts brouillards. Et j'ai subi une greffe de cornée, mais malheureusement, je n'ai pas eu de suite favorable. Au bout d'1 an et demi, on m'a dit écoutez, Madame Cartel, on est content vu votre cas. Alors là, j'ai compris qu'il ne fallait plus espérer davantage. Quoi. Du coup, voilà, depuis 2013, je vois un petit trou central. Vision très tubulaire et actuellement plein de petites fourmis qui clignotent, hein, comme le professeur Denis disait, des petites fibres optiques qui sont mortes, quoi. Ça provoque plein de gènes et de grosses taches devant moi. Donc voilà. Donc du coup, pour l'adaptation de la vie quotidienne, je me sers Oui, justement, comment ça se passe du tactile.
je me suis mis au... Il a fallu se battre, j'imagine. Me battre, je suis un peu allergique à des choses et compagnie. Pour le boulot, par exemple, j'ai une tablette tactile, un iPad, un téléphone, un iPhone qui sont vocalisables. C'était facile pour vous justement de pouvoir changer de profession En fait, j'ai changé de profession, j'ai eu de la chance de le faire à temps. J'aurais eu la vue actuelle pour rentrer à l'école de kiné, franchement, ça aurait été très très difficile. Parce qu'à mon âge, c'est difficile de faire les choses rapidement, quoi. J'ai dû apprendre la dactylo par moi-même. Et donc, je suis restée à une saisie assez lente. Et vous avez été soutenu quand même justement pour ces transformations et cet accompagnement, notamment professionnel. C'est vous qui avez décidé J'ai eu quelques cours de formation, 10 séances de formation à la FIDEV, un centre de réadaptation fonctionnelle. Oui. Et oui, disons, mais pour moi, ça aurait été pas suffisant. Parce que, disons que c'est beaucoup mieux quand on passe quelques mois dans un centre pour tout faire, quoi. Ouais, franchement, mais bon, j'ai plus l'opportunité. Je me suis lancée en libéral, c'est trop tard, quoi. Et en termes de mobilité, comment vous vous déplacez? C'est très difficile. Souvent, j'utilise les services Optibus, oui. Optiguide, quand c'est des endroits que je ne connais pas, parce que franchement, c'est l'aventure. Et puis, il faut vaincre sa peur, hein, c'est pas évident. Hein. La dernière fois, en parlant d'adaptation de la voie publique, au niveau des arrêts de tram, il n'y a aucune signalétique, ni grosse lumière rouge que je peux encore voir, ni vocalisation. J'ai failli me faire écraser. Hein. J'ai dû cavaler vite fait et passer la barrière, sinon j'étais écrasée. Parce que parfois ils sont silencieux, on ne les entend pas, les trams. Oui. Qui à la dernière minute. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un comportement de la part des citoyens lyonnais, métropolitains, qui évolue quand même de façon plus favorable envers les personnes en handicap visuel, oui, où vous vous sentez quand même plus accompagné, on vous aide davantage? Dans la rue, par exemple, oui, par exemple. Dès qu'ils voient une carte blanche, souvent ils n'hésitent pas à m'aider. Hein, ouais. C'est vrai, franchement, il y a vraiment de braves personnes. Franchement. Parfois, c'est vraiment par la foi que je sors dans la rue. Hein. Par la foi, je dis, en priant, Seigneur, peut-être qu'il y a une personne sur mon chemin qui m'aide à trouver la banque. Et puis, je t'ai dit, il y en a une. Il faut, voilà, parce que sinon, on ne sort plus, quoi. Bon, on sort plus. Merci beaucoup de votre témoignage, très, très touchant. Je pense que vous pouvez effectivement l'applaudir également. Professeur Denis, je reviens vers vous, parce que justement, on a parlé tout à l'heure de la prise en charge du glaucome par donc la Haute Autorité de Santé. En tout cas. Juste, je voudrais dire un mot. Je vous en prie. Votre témoignage est très intéressant pour l'expérience, mais aussi très émouvant et très touchant, comme vous disiez. Vraiment, et d'ailleurs, tous les efforts qui sont faits au-delà de la médecine technique sont très importants. Et madame, vous disiez tout à l'heure, tout ce que la mairie fait, c'est vraiment essentiel. Et le regret, ou la réflexion que j'ai vis-à-vis de vos deux témoignages et vos deux discours, c'est que parfois les médecins s'arrêtent là où la maladie n'est plus traitée. C'est-à-dire qu'on donne des soins le mieux possible dans la connaissance de la science à un temps donné. Et c'est vrai que lorsque la maladie échappe et que l'handicap devient plus important que la maladie elle-même, que le soin, c'est là que tout ce qu'on fait pour aider la mobilité, de réduire les conséquences du handicap sont essentiels. Et tout ce que vous disiez fait au niveau de la mairie. Et je dirais que beaucoup de médecins, et moi-même en particulier, seraient très intéressés de participer à ce versant, parce que on le voit peut-être pas trop à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on est un peu submergé, on est un peu sous l'eau. Vous avez vu la consultation à la Croix-Rousse. C'est un peu difficile parfois de. Un monde à part. Ah ouais, on est sous pression, si je puis dire, du matin au soir, entre la chirurgie, les consultations, les réunions administratives des autorités de l'hôpital, et tous les rendez-vous, les appels téléphoniques.
Moi, je suis à la Croix-Rouge depuis 8 ans. Je suis allé une fois au self de l'hôpital. Je ne sais pas trop où il se trouve. J'ai jamais eu le temps d'y aller parce que systématiquement, je finis trop tard. Voilà. Et pour revenir à votre témoignage, c'est vrai que les médecins devraient aussi savoir tout ce qui se passe après la consultation et après la chirurgie, après le soin technique. Et c'est vrai on sait que ça va être difficile et on le redoute aussi parce que le médecin il a envie que les choses fonctionnent et que le patient voit et soit guéri ou en tout cas stabilisé. Et c'est vrai que on n'a pas toute la connaissance et vous avez très bien décliné toutes les implications de la mairie à différents niveaux. C'est vraiment essentiel et je crois que les années qui vont venir seront sûrement la consécration de ces efforts. Il y aura la médecine, les soins, mais il y aura aussi la gestion du restant et qui, à mon avis, est essentiel et primordial. Je crois que ça sera effectivement espéré par tout le monde. Hein. Et donc, pour revenir à Voilà. la autorité de santé, et ben, là aussi, c'est un élément de la prise en charge de la maladie. Vous savez, la haute autorité de santé, c'est le représentant du ministère de la Santé pour la gestion des maladies. Et la haute autorité de santé choisit chaque année des thèmes prioritaires, thèmes porteurs, qui concernent beaucoup de gens. Avec l'association comme la Société française du glaucome et l'association France Glaucome, on a porté la voix du glaucome auprès de la haute autorité de santé. Et cette haute autorité de santé a accepté, a décidé de faire du glaucome un thème de réflexion, un thème de recherche, pour qu'on puisse éditer assez rapidement, en 2020 à mon avis, des algorithmes de traitement, de prise en charge, peut-être de dépistage, j'en suis pas sûr, et en tout cas de parler de cette maladie. Et je crois que c'est aussi important parce que on sait que ça a été fait pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et il y a eu un avant et un après. Donc je pense que pour le glaucome, ce sera la même chose. Et je sais que l'UNADEF a fait beaucoup pour nous aider, ainsi que Glaucose nous a beaucoup aidé pour rédiger un dossier pour que ça soit porté à la connaissance des pouvoirs publics. Et c'est vraiment une chose importante. Et d'ailleurs, la ministre elle-même, à la fin, s'est portée partie prenante et a déposé aussi une demande, a fait une saisine directe de la Haute Autorité de Santé. Donc on avait un peu plus de chances de passer. Et donc ce sera un thème prioritaire avec plein d'autres thèmes généraux, mais ça fait partie d'une chose et on en est très content parce qu'on va pouvoir en parler et puis en discuter avec les pouvoirs publics et expliquer aux pouvoirs publics que le glaucome, c'est pas une maladie inconnue, c'est pas une maladie rare, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens. C'est ce qu'on vient de voir effectivement. Alors justement, merci beaucoup. Laurent de Saint-Denis, je crois qu'il y a un vrai combat à mener encore parce que de toute manière, on voit bien qu'il y a encore plein de progrès à réaliser, à la fois médicaux, mais aussi en termes d'acceptabilité de la maladie et du comportement du reste de la société face à cette maladie. Absolument. Et ici, il marche. Absolument. Et il ne faut pas oublier que le thème de cette semaine mondiale du glaucome, c'est « Ne vous laissez pas voler votre vue ». C'est très important que vous preniez tous en compte ça, que autour de vous, fassiez passer le message, que vous échangiez. On vous invite vraiment à, par exemple, aller sur notre village de la vue pour vous faire dépister gratuitement, puisqu'on fait déjà ça, grâce au bus du glaucome qui se déplace toute l'année en France, grâce aux ophtalmologistes qui veulent bien nous donner la main pour que nos orthoptistes fassent des dépistages des facteurs liés à ce glaucome, que vous veniez faire prendre votre tension, vous faire examiner, comme ça vous pouvez après être alerté et être au courant, parce que quand on sait, on fait les choses. Au-delà de ça, on a aussi des choses qui sont mises en place. Et il ne faut pas que vous pensiez qu'on doit voir le côté négatif des choses. Moi, ce que j'aimerais, c'est que de cette conférence sortent des choses positives. Un espoir, une idée de vous dire, ben voilà, si un jour je vais me faire dépister, j'aurai quand même des choses derrière moi. On publie à l'UNADEF, qui est accessible sur Internet, un magazine qui s'appelle Lumen, L-U-M-E-N, tout simplement, qui est à destination de tout le monde. Professionnels de santé, grand public, famille, qui peut vous apporter des réponses à vos questions. Nous, on est là pour ça. On est là pour donner la main aux ophtalmologistes, aux différentes personnes qui sont là aujourd'hui, aux journalistes, aux médias, aux patients, parce qu'on voudrait être là pour les accompagner. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être tous ensemble pour
faire la nique à ce glaucome, de façon à ce que nous ayons de moins en moins de personnes atteintes de ça. Et comme vous l'avez entendu ce soir, si ça se dépiste, ça se traite. Peut-être qu'un jour, l'abandon du numerus clausus nous permettra d'avoir plus d'ophtalmologistes aussi, parce que c'est une denrée rare en France, encore plus en situation rurale. Mais peut-être qu'aussi on pourrait réfléchir avec les ophtalmologistes à faire une délégation via une formation pour les orthoptistes, qui sont souvent un petit peu plus nombreux et qui peuvent, sous couvert donc d'une formation ou d'une autre thématique, faire le dépistage de ces facteurs liés au glaucome. C'est extrêmement important. N'hésitez pas, parce qu'il ne faut pas reculer en se disant non, non, moi ça ne m'atteindra pas, ou non, 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 j'en ai pas dans mon entourage. Faites-le une fois. Ça ne coûte rien, ça ne fait pas mal. Par contre, le glaucome, ça fait mal. Ça fait super mal. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vous accompagner avant que vous soyez malade, vous accompagner pendant, et surtout vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Comme le fait Lyon, comme le fait le Progrès, comme le fait M. Denis au quotidien. En tout cas, merci pour cette qualité d'échange. Moi, franchement, je vous ai trouvé très intéressant et très... Là, ça m'a un peu touchée aussi, ça m'a fait quelque chose. Merci beaucoup de toute votre présence à tous. N'hésitez pas à prendre des renseignements, vraiment. Justement. Ne vous laissez pas voler votre vue. Merci. Applaudissez-la, vous faites un bel appel. On a encore quelques minutes pour des questions. Vous nous avez écouté très sagement et avec beaucoup d'attention. Et j'imagine qu'on n'a peut-être pas tout dit. Il y a peut-être effectivement des questions. Est-ce qu'il est possible de faire passer les micros ou... Voilà, attention. Bonsoir, Patrick Citeau, je suis atteint d'un glaucome. Et donc, on a eu un long énoncé de la ville de Lyon sur ses intentions d'aménagement pour la ville de Lyon. Donc, c'est des vœux de bonne intention. Mais en ce qui concerne les patients et les malvoyants en particulier, il y a quand même beaucoup de choses à revoir et à corriger, je pense, ne serait-ce dans une agglomération comme Lyon. Il est quand même très difficile pour les malvoyants de supporter les éclairages indirects que nos urbanistes et nos architectes de grande envergure nous installent au travers des grandes réalisations urbaines. C'est très perturbant d'être flashé par des lumières agressives de bas en haut et qui aveuglent pratiquement le champ de vision. Ça, c'est inadmissible. Deuxièmement, en ce qui concerne l'aménagement de nos architectes, on a des espaces avec des plans interrompus, qui ne sont pas du tout balisés pour les gens qui ont des difficultés à voir. Nous avons des escaliers, je prends l'exemple de la place Louis Pradrel avec l'Opéra de Lyon. Je suis un féru de musique, donc je suis déjà tombé sur les marches de l'Opéra de la place Louis Pradrel. Donc, je parle de la nuit, à la nuit tombante, très mal éclairée, pas de main courante. C'est pas du tout adapté. On voit que les concepteurs ne prennent pas en compte du tout les handicaps visuels. Alors, j'aurais une deuxième type de question qui s'adresse plus particulièrement aux professeurs, en ce qui concerne les perspectives qui ne sont pas très rassurantes pour l'avenir, en ce qui concerne les soins du nerf optique, mais vous nous avez très peu parlé de la rétine. Et est-ce que dans ce domaine-là, on va pas avoir des soins palliatifs qui pourront peut-être un peu soulager le nerf optique, et en particulier avec toute la thérapie génique? Commencez peut-être professeur, et puis après... Alors en fait, quand je parle de nerf optique, c'est en fait le prolongement de la rétine. Donc rétine et nerf optique font un continuum. La rétine, c'est la pellicule de l'appareil photo qui va envoyer la lumière, et le câble, c'est ce qui va envoyer les images. Donc c'est un peu la même chose. Alors, en termes de thérapie génique ou de greffe de cellules rétiniennes, il y a des choses qui se font, indiscutablement. Alors, il y a actuellement plus de choses qui se font sous forme d'implantation de microprocesseurs extrêmement sophistiqués qui vont être
un peu comme une appareil photo, être sensibles aux variations de luminosité et qui vont envoyer un signal électrique au nerf optique qui va être envoyé au cerveau. Alors, j'ai vu des simulations réalisées avec ce type de caméra. On commence à pouvoir voir les formes des gens. On ne peut pas reconnaître un visage actuellement, mais on peut aller jusqu'à la reconnaissance, un homme, une femme, un objet assez volumineux. Donc on commence à progresser, parce que la définition de ces pixels est bien plus importante, et ces petits microprocesseurs sont implantés dans la rétine et envoient donc la lumière. Ils sont greffés sur le nerf optique directement. Ça marche pas trop mal. Après, il y a un problème de télémétrie pour les piles et tout ça, mais enfin bon, ça peut se régler. En termes de biologie, c'est-à-dire de greffe de cellules, alors là aussi, il y a des choses qui se font. Mais il y a beaucoup de limitations encore en termes de recherche. C'est-à-dire que pour qu'on induise des nouvelles cellules, il faut les apporter. On peut donner des cellules souches qui sont indifférenciées et qui vont se différencier au contact du tissu environnant, donc la rétine, mais on arrive à les vectoriser. On met des virus qui vont dans les cellules et donc qui libèrent les cellules souches, et ces cellules souches deviennent des cellules rétiniennes, donc on peut régénérer. Alors, d'un point de vue technique, théorique, ça marche pas mal, mais encore d'un point de vue pratique, ça marche pas très bien, parce qu'on s'est aperçu que ces virus qui vectorisaient, qui transportaient ces cellules souches, pouvaient induire une inflammation. Et cette inflammation entraînait une modification de la vision et pouvait être extrêmement aussi délétère pour les autres cellules qui fonctionnaient encore. Donc on est au milieu du chemin, avec des bonnes idées, mais on n'a pas résolu tous les problèmes techniques pour ça. Donc j'en ai pas parlé. Je pense qu'il y aura un moment où on va trouver le médicament qui permettra d'enlever tous les problèmes. Mais on l'a pas actuellement. C'est pour ça qu'on reste encore sur une thérapeutique indirecte de l'attention. Merci. Oui, on peut changer la polarisation des cellules et la force des cellules pour transmettre une information. Pour l'instant, je vous dis, c'est plus qu'un espoir. C'est relativement simple à comprendre le mécanisme. Après, dans la réalisation, c'est pas facile. Il faut injecter des choses sous la rétine. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait 10% de dégâts de rétine induits par ces chirurgies. Donc, un patient qui voit déjà pas très bien, si vous l'exposez à 10% de risque de dégâts de rétine après la simple injection, c'est compliqué. Mais on y arrivera, j'en suis persuadé. Vous avez vu ce qu'on fait avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On injecte maintenant des produits dans l'œil tous les mois, tous les 2 mois, et on sauve la vue des gens. On empêche que cette maladie qui est très redoutable aussi n'évolue véritablement. Donc on va y arriver. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que même si le concept de cellule souche est très populaire, parce que c'est vraiment on prend une cellule de soi et puis on va la transformer en tout ce qu'on veut, c'est formidable, mais ça marche pas aussi bien que c'est pas aussi simple que ça. Il y a d'autres choses induites qui limitent les choses. Et voilà. Merci. Celui-là, Omar. Donc, je rejoins tout à fait Patrice, qui est malvoyant. Moi-même, en fait, j'ai été malvoyante avant de devenir non-voyante. Et les difficultés que Patrice décrit, je les ai rencontrées, je les ai subies. Juste pour précision, au niveau des espaces publics, et notamment des escaliers, la ville de Lyon a un patrimoine très important, et beaucoup de ces patrimoines sont classés. Et donc, il faut souvent demander l'autorisation à l'architecte Bâtiments de France pour pouvoir intervenir sur l'accessibilité. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend malheureusement de cette instance. Et je vous donne un exemple typique. Place Bellecour. Les personnes mal et non-voyantes voulaient pouvoir traverser la place Bellecour en toute autonomie. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour une personne mal et non-voyante d'être sur une place et d'aller tout droit.
On n'ira jamais tout droit. On ira en diagonale, on ira à droite, à gauche. Dans le pire des cas, on reviendra même à l'endroit où on a commencé. On fera vraiment un chemin qui n'est pas du tout celui qu'on a prévu de faire, à savoir traverser la place Bellecour. Donc, pour compenser en fait ces difficultés, avec le groupe Espace Public, la ville de Lyon, donc avec les associations, toujours de personnes malvoyantes, parce qu'on fait toujours avec elles, voilà. Eh bien, on a décidé de mettre une bande de guidage qui partait de la bouche de métro et qui traversait toute la place. Donc, on avait juste à suivre la bande de guidage. Sauf que, à un moment donné, la bande de guidage, elle s'arrêtait et elle reprenait genre 20 mètres plus loin, enfin 10 mètres plus loin. Pourquoi ? Parce que il y a une œuvre sur la place Bellecour au sol et l'architecte a refusé que cette bande de guidage traverse son œuvre. Voilà. Quelle œuvre il s'agit? Ah ben, un dessin, à vous d'apprécier cet art. Mais voilà, parce que cet architecte voulait préserver son œuvre, ne voulait pas qu'elle soit barrée par cette bande de guidage, eh bien, il n'y a pas pu avoir continuité de cette bande de guidage. Et ça, c'est vraiment regrettable. Non. Autre chose, ces escaliers de l'opéra, je les connais bien parce que je travaille à l'hôtel de ville. Donc en fait, quand on n'y arrive pas, parce que là aussi, il faut demander des autorisations, et à la fontaine, enfin voilà, c'est très compliqué, ça ne dépend pas de nous la ville en fait. Ça vient plus haut. Personnellement, ces escaliers sont complexes et en fait, ils n'ont pas la même hauteur, ils n'ont pas la même dimension. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours les escaliers qui sont tout à gauche en fait. Voilà. Ceux-là, ils sont réguliers et je risque pas de me casser la figure. Donc moi, je trouve toujours des petites alternatives pour pouvoir quand même les monter ou les descendre, même si je dois contourner pour aller de l'autre côté. Voilà. Merci. Une autre question? Professeur Denis, je voulais simplement vous demander tout à l'heure, vous parliez beaucoup de recherche, c'est notre espoir la recherche. Notre espoir pour le scanner optique ou autre. Donc vous parliez des cellules souches, on en est au stade animal pour l'instant? Non, il y a eu des essais chez l'homme et effectivement, ces essais ont été des essais assez préliminaires où on injecte, on vérifie la faisabilité de l'injection. Et je vous dis, c'est pas sans mal parce qu'on a induit des inflammations qui avaient déjà été constatées chez l'animal et qu'on retrouve parfois chez l'homme. Donc, pour ces raisons, ça freine un peu actuellement dans le domaine. Mais le fait que ça freine, c'est tout à fait logique. La recherche ne peut pas être linéaire, elle est par vague, et parce qu'on comprend mieux les choses et on ose y aller. Mais c'est vrai pour tout. Et même pour la technique de chirurgie, on fait actuellement on met des petits implants de différents matériaux, des choses qui n'existaient pas il y a 4-5 ans. Au début, on avait très peur de le faire. Maintenant, on le fait d'une façon tout à fait de façon naturelle et où on a apprivoisé le geste. Donc, pour toutes les chirurgies, pour toute la recherche, ça évolue très lentement, mais c'est aussi pour le bénéfice du patient, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi, on n'est pas... rien ne serait pire que de dire j'ai le traitement, mais c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas des gourous, mais la recherche est très compliquée. Je ne dirais pas que c'est pas plus compliqué que l'architecture et que le respect des architectes des bâtiments de France, qui sont très, très, très scrupuleux, mais c'est un peu la même chose quand même. On fait très attention, on préfère tout vérifier, et quand on est sûr qu'il n'y a pas de souci, on y va. Mais dès qu'on est freiné par un petit souci, ça refroidit un peu les espoirs. Mais la médecine a toujours été comme ça. Merci. Bonsoir, j'ai une question pour la ville de Lyon. Est-ce qu'elle a pris conscience de la dangerosité
des trottinettes pour les non-voyants, les malvoyants, les voyants et les conducteurs de voitures. Et si oui, qu'est-ce qu'ils pensent faire? On attendait cette question. Hein. J'ai vu une émission à la télévision hier ou avant-hier, c'était un orthopédiste, un chirurgien orthopédiste, je crois, à Paris, qui vraiment s'insurgeait. Il nous a montré des radios de fractures de poignets et de chevilles. Moi, j'étais kinésithérapeute, j'ai rarement vu des dégâts à ce point-là. En un mot? Oui, alors, je ne sais pas si la ville de Lyon a pris conscience, en tout cas moi j'en ai pris conscience, puisque j'ai été confrontée à cette situation. Et les trottinettes, elles sont dangereuses quand elles roulent, parce qu'on ne les entend pas arriver, voilà, et on peut se faire renverser, mais elles sont aussi dangereuses à l'arrêt. Voilà. Donc en fait, sur cette question, ce n'est pas la ville de Lyon qui se prononce, c'est la métropole de Lyon. Et pour information, il y a un collectif d'associations qui a écrit au président de la métropole pour l'alerter de ces dangers. Je ne connais pas encore la réponse du président de la métropole à ce jour. Il y a encore deux questions. Si je puis rajouter... Oui, allez-y rapidement. Oui, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a ce que la ville de Lyon peut faire, ce que la métropole de Lyon peut faire, mais après, il y a ce que les citoyens doivent faire. Je crois effectivement que la réponse est sans doute là. Allô? Oui. Oui, moi je voulais poser, excusez-moi, je voulais poser une question sur les. Allez-y. Je voulais poser une question au professeur sur les collyres et sur les effets secondaires, parce que quand on lit les notices, c'est absolument affolant. Et personnellement, j'ai fait des syncopes qui sont absolument inexpliquées par le corps médical. J'ai suivi des examens au niveau cardiaque et tout. Je suis effectivement hypotendue. Et quand je prenais un collier à base de bêta-bloquant, je voulais savoir s'il pouvait y avoir une influence. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Tout à fait. Il y a une influence indiscutable de tous les collyres sur la santé générale. Tout simplement parce qu'un collyre, lorsque vous le mettez à la surface de l'œil, passe directement par la muqueuse du nez et passe directement dans le sang, par le cœur. Alors qu'un comprimé de médicaments, quel qu'il soit, passe par l'estomac, ensuite va être détoxifié, métabolisé par le foie, et ensuite passe par le sang. Donc une goutte de collyre, on dit souvent que c'est une intraveineuse lente. Donc le fait d'avoir des effets secondaires avec un collyre, c'est absolument pas surprenant. Alors vous parlez des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants sont des médicaments qui sont dérivés des traitements de l'hypertension artérielle. Donc dans ces conditions, un collyre peut entraîner une baisse de tension artérielle, c'est fréquent. Et d'autre part, ce que je dis toujours aux patients, parce que effectivement les patients, parfois, moi j'ai vu hier matin, une dame que j'avais traitée par corticoïdes, une goutte par jour pendant 1 mois et demi, et qui m'a dit, je ne sais pas, j'ai perdu 5 kilos, non, j'ai pris 5 kilos en 1 mois. Et là, je lui ai dit, parce qu'une goutte, la cortisone s'était gonflée, mais une goutte de collyre par jour pendant 1 mois, j'étais un peu surpris. Et je lui ai dit ce que je dis toujours aux patients, je dis écoutez, la médecine, on ne sait pas tout. Si vous dites que c'est ça, je ne dirai jamais que cela ne peut pas être le collyre. C'est sûrement un peu surprenant, parce que c'est quand même pas fréquent, une goutte de collyre, faire prendre 5 kilos en 1 mois. Et une demi-heure après, j'ai une deuxième personne qui était également sous le même médicament en plus, et qui m'a dit, je sais pas, mais depuis, j'ai ce produit depuis 2 mois, j'ai pris 3 kilos. Alors j'ai dit, effectivement, s'il y a 2 patients de la même matinée qui ont le même effet secondaire, un peu surprenant quand même, parce que quand même, c'est pas des fortes doses, mais c'est possible. Tous les collyres tous les médicaments en général, sont susceptibles d'entraîner des effets secondaires que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Et dans le traitement du glaucome, on a une famille thérapeutique qui sont les prostaglandines. Je ne vais pas donner des noms de marque, mais c'est la principale thérapeutique du glaucome. Et bien, en fait, ces collyres sont assez bien tolérés sur le plan général quand même. Bon. Mais sur le plan local, ils entraînent une petite rougeur oculaire, bon, ça c'est assez classique, mais ils changent la couleur des yeux. Et ils changent la couleur des yeux des gens qui ont les yeux
vert marron, vert bleu. Vous voyez, un yeux un peu bicolore, pas totalement bleu et pas totalement marron. Et bien, ce collier a été développé en Suède. Il a été étudié en Suède. Et en Suède, il y a souvent des yeux bleus. Donc les yeux bleus ne changent pas de couleur. Donc on ne s'est pas aperçu de la chose. Ensuite, ils ont dit, bon, on a fait des études en Suède, on va aller au Japon, on va faire des études. Dans le pays de Carlos Ghosn, il n'y a que des yeux marrons. Et bien, marron sur marron, personne ne s'est rendu compte. Et un jour, les études ont été faites en France et en Angleterre, donc c'était au tout début, il y a très longtemps. Et une fois, il y a une dame qui est venue, qui était dans un protocole, ou plutôt l'épouse d'un monsieur qui était dans un protocole thérapeutique avec ce médicament qui marchait bien. Et la dame a dit, je ne sais pas ce que c'est ce collier, mais enfin, il a changé de couleur d'yeux. Ah donc, alors, les gens du protocole ont dit, écoutez madame, franchement, on connaît bien le collier, hein, vous n'allez pas nous apprendre notre métier, c'est pas possible, on n'a jamais vu qu'on pouvait changer de couleur d'yeux. La dame a dit, mais top là, attendez, il a 75 ans, l'âge il avait, voici une photo quand il était au service militaire, il était tout beau, il avait des yeux très clairs, et vous voyez comment il est maintenant. Bon, en dehors des yeux, il avait pour vraiment un petit peu changé, et on s'est aperçu que ce collier entraînait une couleur, un changement de couleur de l'iris irréversible dans au moins 15 à 20% des cas. Donc vraiment, on a découvert ça alors que des millions de personnes avaient déjà été traitées. Et ensuite, encore 5 ans plus tard, on s'est aperçu que ces colliers-là faisaient pousser les cils. Voilà, c'est marqué sur la notice. À tel point qu'aux États-Unis, c'est vendu comme le produit basé sur cette famille est vendu comme mascara. Ah oui, tout à fait. Et c'est vendu 10 fois plus cher. Et c'est Brooke Shields, l'actrice qui est la représentante du produit. Et on s'est aperçu donc que ça faisait pousser les cils. Et au début, personne ne l'aurait pensé. Et maintenant, 10 ans plus tard, c'est très anodin. C'est assez bien maîtrisé par les gens, mais en tout cas, voilà. Donc vraiment, pour répondre à votre question, oui, évidemment, les colliers, ça peut entraîner des effets secondaires. Oui, les bêta-bloquants peuvent faire baisser la tension parce qu'ils sont dérivés du traitement de la tension artérielle. Et puis, d'une façon générale, on ne sait jamais ce qu'un médicament peut provoquer. On l'a bien vu avec le Mediator, etc., les Botirox et j'en passe, mais on ne sait jamais. Et je crois que moi, même si c'est des fois des trucs... on se dit, mais franchement, quand même, les gens ont beaucoup d'imagination. Non, s'ils le disent, c'est qu'il y a un fond de vrai. Et peut-être que beaucoup de gens qui lisent les papiers sont effrayés. Parce que quand vous regardez la liste des médicaments, je veux dire, vous vous dites, mais mon Dieu, mais si je fais ça, je ne vais pas passer la nuit. Non, rassurez-vous. Les autorités sanitaires sont ainsi faites qu'ils privilégient le principe de précaution. Donc cela veut dire que quand un effet secondaire de quelque nature que ce soit, sans que le lien ait été fait avec le médicament, a été décrit dans une étude, ils le mettent dans le papier. Donc, si vous voulez, à tel point que même dans certains médicaments antiglaucomateux, dans les préventions qui sont données aux patients dans le petit papier, dans le flacon, il y a marqué risque de glaucome, d'évolution du glaucome. Tout simplement parce que, pourtant c'est des médicaments du glaucome, mais qui peut entraîner lui-même un glaucome, c'est un peu compliqué à comprendre, tout simplement parce que dans l'étude, il y avait des gens qui avaient malgré tout progressé durant l'étude et durant le temps d'étude, et donc on avait dit, ce patient a, malgré le traitement qui lui a été donné, a évolué, donc c'est une complication. On ne dit pas que c'est une complication liée au traitement. Donc vous voyez, on aboutit à des listes très exhaustives, mais par contre, moi en tant que médecin, toujours prudent, c'est toujours dire tout est possible. Et l'histoire de hier avec les 2 patients qui ont pris 5 kilos avec une goutte de collier en un mois, le premier, je me dis pourquoi pas, et la deuxième, j'ai dit vraiment, s'il y a un troisième, j'y crois. Une toute dernière question, sachant qu'après vous pourrez rencontrer les différents intervenants autour d'un cocktail. Hein, donc juste une dernière, voilà. Non, mais je vais être brève et concise. Je voulais juste poser une question. Quels sont les symptômes du glaucome? Comment on peut les dépister? Est-ce que ça ne viendrait pas du stress? Donc c'est juste mes questions. Il y a bien le pourquoi, le comment. Oui, tout à fait. Il y a toujours une... Je crois que le message, c'est qu'il n'y a pas de symptômes au départ. Parce que si la tension est un petit peu augmentée, il n'y aura pas de symptômes au départ.
les signes que la maladie entraîne sont des signes qui sont liés à la dégénérescence du nerf optique. Mais ces signes apparaissent plus tardivement. Donc, en dehors de certains cas où la tension est très élevée, où je vous disais la vision est un peu trouble, il y a des maux de tête, il y a une gêne visuelle en fin de journée, il y a des petits signes qui ne sont pas très spécifiques, qui pourraient être liés à autre chose. Hein. En dehors de ça, au départ, il n'y a pas. Mais évidemment, la maladie, elle est cruelle, et au bout d'un moment, elle entraîne des signes qui sont patents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trous dans le champ visuel. Et quand vous avez un trou dans un œil au niveau du champ visuel, ça va. Mais si vous avez dans l'autre œil la même zone floue, mal vue, et ben ça va se superposer et là vous serez gêné. Et la gêne, ça peut être une gêne, une maladresse visuelle, comme vous disiez. Des mouches pas obligatoirement des mouches, mais plutôt une difficulté de percevoir l'espace. Vous disiez une balle que vous réceptionnez au handball ou au volleyball et que vous réceptionnez mal parce que vous dites je suis maladroit parce qu'on est soit maladroit dans les mains, mais on est aussi maladroit dans la vue. Et puis comme vous disiez tout à l'heure, un escalier qu'on voit mal, etc. Alors, c'est peut-être des choses un petit peu tardives, d'où l'importance d'aller voir le médecin d'ophtalmo, éventuellement l'orthoptiste, et les syndicats d'ophtalmo ont proposé ce qu'on appelle des protocoles organisationnels où il y a une délégation de tâches où le médecin travaille avec l'orthoptiste, même pas en temps réel. L'orthoptiste voit le patient le lundi, le médecin fait le diagnostic le mardi, et un traitement, et ça existe déjà. Ça coince un peu au niveau de l'assurance maladie, parce qu'il faut payer tous ces examens, et l'assurance maladie n'est pas très généreuse. Elle n'a jamais été, mais elle est encore moins actuellement. C'était l'avant-dernière question, et la toute dernière, donc monsieur. C'était un monsieur, voilà, oui, pardon. Merci beaucoup. Oui, en fait, c'était un peu la même question que je voulais poser. Je suis assez inquiet quand même à chaque fois que je vais voir mon ophtalmo. Comme vous le dites, on est vu par une assistante ou un assistant qui fait des tas de mesures, parfois c'est la secrétaire. Est-ce que ces examens, ces pré-examens, servent à quelque chose dans le dépistage du glaucome? Tout à fait, tout à fait. Et les orthoptistes sont des gens qui ont une connaissance du glaucome qui est souvent très développée. Et les examens prennent du temps, et donc c'est vrai que le temps des médecins est compté, celui des orthoptistes également aussi, mais franchement, vous pouvez avoir confiance. Parce que les orthoptistes font les différents examens qui permettront ensuite d'affiner le diagnostic du glaucome et surtout de voir s'il y a une évolution. Donc vraiment, à condition que le médecin choisisse les gens avec qui il travaille, et mais je n'ai aucun soupçon là-dessus. Et non, vraiment, vous pouvez avoir tout à fait confiance. C'est un peu, les gens n'aiment pas trop parce qu'ils disent, moi je vais voir le médecin. Non, mais le médecin actuellement n'existe que par les examens, enfin n'existe pas que, mais il existe aussi par les examens qu'on lui donne. D'accord. Sur ces paroles rassurantes, merci à vous quatre d'avoir témoigné. Et je vous invite donc à poursuivre cette soirée autour d'un cocktail. Merci de votre présence également.